Vive la France, mes amis, ce pays absolument magnifique où on a de super sénateurs, des sénateurs tellement qu'ils sont bien, tellement qu'ils sont top, qu'ils ont abrogé la disposition de la loi antiterroriste qui permettait à l'État de vous demander vos identifiants. Celle dont j'ai parlé, oui, la dernière fois, bah oui, c'est normal ça, entre le temps d'écrire la vidéo, de tourner la vidéo, de monter la vidéo et de sortir la vidéo, entre temps il s'est passé un truc auquel je ne m'attendais pas, des hommes politiques français ont fait preuve de bon sens. Alors là, si vous commencez à déconner, les mecs, moi je peux plus rien faire. Je veux dire, faut prévenir à ce moment-là. Les mecs sont cons quand même, parce qu'ils nous pourrissent la vie toute l'année. Et là, pour une fois que les mecs font un truc bien, ils le médiatisent pas. Et c'est doublement inquiétant d'ailleurs, puisque quand tu constates quand même que les sénateurs sont accessoirement ceux qui pourrissent la vie politique française depuis à peu près un demi-siècle, et là, la nouvelle génération de branle-couilles, là, En Marche, là, les paravents, c'est tellement tous des branle-bites, que du coup, le Sénat va peut-être devenir les garants du bon sens qui vont nous empêcher d'aller trop loin dans la connerie. Ça fait flipper. Donc du coup les gars, ce que je vous propose c'est de continuer sur la lancée, ce serait qu'on de s'arrêter en si bon chemin. Donc vous me faites la même en envoyant valser, si je puis me permettre, l'état d'urgence, la suppression de l'ISF qui arrive. Je suis sûr franchement qu'il y a une grande partie des Français qui seraient presque prêts à oublier tout ce que vous gagnez. Pendant 12 ans, 117 sénateurs de droite auraient détourné près de 8 millions d'euros d'argent public. Non, j'ai dit tout ce que vous gagnez, pour tout ce que vous détournez. Ils sont en train de prendre la confiance, hein, c'est con. J'ai été amené à rédiger des chèques, une dizaine de milliers de chèques, 10 à 12 000, ça va très vite, compte tenu des effectifs. Mais je les rédigeais, mais je ne les signais pas. D'accord. Je les rédigeais, je les faisais signer, et ensuite je les faisais expédier ou je les remettais. Ainsi, chaque fin de trimestre à partir de 2002, Michel Talgorn aurait distribué à certains sénateurs de l'argent public en toute discrétion. Des sommes que les bénéficiaires appelaient entre eux les chocolats du Sénat. Et du coup, vu que l'Assemblée nationale et le Sénat ont réussi le miracle incommensurable de réussir à faire ce pourquoi normalement ils sont payés, c'est à réussir à bosser intelligemment ensemble, et bah du coup, François Drugy c'est un héros. François Drugy, le président de l'Assemblée nationale, oh là là, bah c'est le nouveau beau gosse de En Marche, là c'est le capital sympathie 200%. Mais c'est vrai que le mec est pas désagréable, même moi je me suis fait baiser l'autre soir. Bon après le problème c'est que le mec a choisi la mauvaise émission, ouais, parce qu'ils se sont dit bon bah c'est le moment de le médiatiser, celui-là les Français l'aiment bien. Ils l'ont envoyé chez Laurent Ruquier. C'est pas bien passé du tout. Christine Angot, non, étonnamment ça va. Elle a crié sur personne, elle a pas pleuré, elle a pas mordu non plus. C'est parce qu'il paraît qu'il coupe beaucoup au montage, hein, mais ça va très loin. Donc du coup, non, là ça allait. Bon, après elle a passé 20 minutes à essayer de faire dire à ce pauvre François Drugy que Jean-Luc Mélenchon était plus ou moins le beau-frère d'Heinrich Himmler. Hein, mais c'est normal, c'est les 20 minutes nazies, ça, Christine Angot, c'est obligatoire. Et donc ensuite, non, le problème, c'est qu'il y avait Jaco. Bah Jacques Attali, oui, bah je sais, ça vous étonne parce que normalement c'est un seul invité politique par soirée. Sauf qu'il est malin le Jaco. Il a écrit un bouquin sur les poiscailles. Ouais, un bouquin sur les poiscailles, histoire de la mer. Oh, on dirait une pub Coraya, c'est atroce. Et il arrive à niquer les gens avec ça. Ah non, je suis venu parler de la flotte. Mon cul, François Drugy a fait l'énorme erreur de se croire à l'abri. Et vu qu'il n'avait pas envie de parler de politique avec les deux zouaves qui étaient devant, il s'est dit bon, bah, je vais aller parler de la flotte avec Jaco. Erreur dramatique. Oh, il était en forme, le Jaco. Ça devait être la pleine lune, à mon avis, parce qu'il l'a attaqué, mais d'une force. Donc là, ce que vous allez voir, c'est la première question de Jacques Attali, qui sera la seule, d'ailleurs, l'autre ne se relèvera jamais de la PLS. Donc c'est le premier rapport humain qu'ils vont avoir tous les deux. Voilà, c'est important de ne pas être agressif, pour pas déstabiliser l'interlocuteur. Jacques Attali avait une question à poser, j'ai vu. Oui, pour moi, le président de l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir. Et c'est sa nature. Il n'a pas un pouvoir de décision. C'est pas une critique à votre égard personnel. Boum, direct, entrée de jeu, sans pitié l'autre. Il arrive, oui, non, on peut parler ensemble, par contre, juste en préambule, t'es de la merde. Non, juste que tu le saches, y a pas d'agressivité, c'est juste pour dire que tu sers à rien. Mais j'ai une question un peu dérisoire, si vous permettez, qui me semble être de la compétence du président de l'Assemblée nationale. Bim, 2-0 dans ta gueule. Pourquoi ? Pour la déconnade, j'avais envie. Violence gratuite, c'est Mortal Kombat, il n'y a plus aucune règle. Il a compris, il y a 10 secondes. Tu lui as dit qu'il était de la merde. T'es pas obligé de le... Oh, du grand Jaco. Je suis extrêmement choqué de la tenue des parlementaires. Vous êtes très bien habillés ce soir. Je suis extrêmement choqué de la façon dont les parlementaires s'habillent aujourd'hui. Oh, la démago du truc. Ah, attention, hein, il devrait venir bien habillé, hein, parce que c'est pas respectueux pour les Français. T'es en train de dire quoi, Glace? C'est plus poli d'enculer les gens en costard? Je trouve que c'est indigne de leur fonction pour beaucoup d'entre eux. Et je crois que ça fait partie
si je peux me permettre, de quelques-unes de vos rares compétences. Sébastien Chaval. Bim, dans ta gueule, plaquage réglementaire. Attention, c'est petit mais légal. En tout cas, c'est efficace. C'est un massacre. Il faut vraiment partir, François de Rugy. Hein, c'est le forfait, on est les champions là. Il termine 3-0. Donc il y a plus d'échappatoire. Ah bah là, Jacques Attali, sa question au départ n'était pas intéressante. Hein, mais par contre, après, il s'en est servi. C'est la méthode Nabila en fait. Prendre du vide pour faire de l'art. Je pense qu'aujourd'hui, tout est un business. Si on arrive à tirer parti d'une émission et à construire sur du vide. Hein. Moi, quand j'ai commencé, on m'appelait la culture du vide. Voilà. Cependant, j'ai écrit 2 livres, dont un qui est un best-seller. J'étais chroniqueuse, j'ai défilé. Donc vous avez transformé le vide en quelque chose? Peut-être, enfin oui, je pense que oui. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai réussi à faire. Alors, comment qu'elle parle, la Nabila? Hein, je le savais, je le disais depuis le départ. Bon, il y a une petite faute de français à la fin, faut pas lui en vouloir, mais ça se voit quand même qu'elle est moins con que dans ses émissions de télé-réalité débiles. Hein? Elle a baisé tout le monde. En fait, elle s'est foutue de la gueule des gens et elle leur dit « Mais c'est peut-être elle qui a raison, c'est peut-être tous ces gens-là, quoi. » Faut comprendre que la règle de base, c'est le foutage de gueule. Et à partir de là, être le plus honnête en se foutant de la gueule des gens. C'est la méthode Richard Ferrand. La délinquance des puissants a ceci d'obscène qu'elle ne paraît reposer que sur un insatiable appétit pour l'argent, le pouvoir, l'impunité. Là, il est honnête, mais il se fout de ta gueule. Enfin bon, tout cela est vraiment important dans une société, mes amis, qui s'apprête à rentrer dans une nouvelle ère, une ère d'inclusion, une ère d'amour, une ère de partage, une ère où les différences entre les hommes et les femmes sont plus que jamais gommées, afin de tous nous faire évoluer magistralement vers la connerie, et ça s'appelle l'écriture inclusive. C'est toujours le même alphabet, les mêmes lettres, les mêmes mots. Ok, donc ça complique rien, ça change rien, c'est la même chose, en fait, du coup. Je sens que ça va encore être un sujet périphérique à la con qui sert à rien. L'écriture inclusive, rien de bien nouveau, à quelques détails près. C'est 3 conventions d'écriture pour redonner de la place au féminin dans nos manières d'écrire. Féminiser les noms de titres, grades, fonctions et métiers. Utiliser ce qu'on appelle une reformulation épicène, c'est-à-dire un mot qui est ou masculin ou féminin. Utiliser un nouveau signe de ponctuation qu'on appelle le point milieu pour indiquer la terminaison, le suffixe au féminin. Donc on pourrait écrire collaborateur, point milieu, RIS. Eh ben heureusement que vous nous expliquez que ça va rien compliquer, parce que... vache. Faire évoluer la langue pour forcer les mentalités à changer et assurer ainsi la parité entre les hommes et les femmes, au moins dans notre manière de parler et même de penser. Si par exemple on interroge une centaine de personnes en leur disant citez-moi plusieurs présentateurs télé, eh bien ces personnes vont spontanément citer des noms masculins. Si on leur dit donnez-moi des noms de présentateurs et de présentatrices, eh bien tout de suite il va y avoir environ je crois 20% de plus de noms féminins qui vont être cités. Et sinon les présentatrices en question, elles seront toujours choisies pour leur physique, contraintes à être habillées comme des putes et à faire des chroniques de merde pour des salaires inférieurs à ceux des hommes ou pas? Hein? Ah c'est pas le sujet? Ouais, ça doit pas être ça. Le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, c'est l'avis des promoteurs de cette écriture dite inclusive, écriture qui viserait à rétablir la parité entre les hommes et les femmes dans la langue française. Ainsi, les noms et les adjectifs sont systématiquement écrits au masculin et au féminin. On va en voir un exemple à l'écran avec ce point médian dont on va parler. Une question pour vous tous, est-ce une marotte délirante ou c'est dans l'air du temps ? Moi, j'avais envie de vous dire que oui, si vous m'aviez fait venir en tant que femme pour défendre féministe ou je sais pas quoi, cette histoire, c'est tragique. Mais en plus, tout ça est développé, il faut rappeler, dans un manuel pour les élèves de CE2. J'ai envie de dire, mais qu'on laisse nos enfants tranquilles, quoi. L'orthographe est déjà suffisamment complexe. Est-ce que le sujet est très important? Oui, chaque jour, on a des exemples dans notre vie que la place des femmes est très loin d'être l'égalité de celle des hommes. C'est quoi? C'est pas le bon combat? Mais c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Et alors qu'on me démontre que le point inclusif, qui n'est même pas, qu'on ne peut même pas exprimer à l'oral, ce qui me gêne. Le point médian. Vous parlez du point médian. L'écriture, c'est une mémoire. C'est une mémoire qui porte les traces de l'histoire qui lui a donné le jour, des mélanges qui lui ont donné le jour, des injustices qui l'ont produite. Chaque mot est une cicatrice. Chaque mot porte la trace de l'histoire qui lui a donné le jour. Nier ça au profit d'un présent égalitaire est un assassinat.
C'est dingue le niveau de conneries jusqu'où vous êtes prêts à aller pour transformer l'individu. Vous ne pourrez pas transformer l'individu à ce point-là, parce que la société a besoin de boucs émissaires. C'est triste, c'est malheureux, et la loi doit être là pour empêcher que ces boucs émissaires soient victimes d'agressions, quelles qu'elles soient. Mais en soi, la société s'organise autour de boucs émissaires. Hashtag René Girard. Et vous ne pourrez pas supprimer cette fonction sociale essentielle. D'ailleurs, vous ne la supprimez pas, vous ne faites que la déplacer contre votre cis, blanc, hétéro, mâle, sexiste, dominateur. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de couper le monde en deux, avec les gentils d'un côté et les nazis de l'autre, hein. Ça permet de se donner bonne conscience, et puis en plus de ça, ça te donne une carte géopolitique pas trop compliquée à comprendre. Bon, c'est un film hollywoodien, hein. Il y a les gentils et les méchants, mais au moins, bon, bah comme ça c'est clair. Ou alors, on grandit un peu, on arrête d'être en CM2, on ouvre un bouquin d'Hegel, et on comprend que les dilemmes politiques sont aussi complexes, aussi compliqués et aussi passionnants, parce qu'ils n'opposent pas le bien au mal, mais une pluralité de biens incompatibles entre eux. C'est le bien contre le bien, et que malheureusement, c'est toute la dimension tragique de la politique, la majorité des enculés de chez En Marche, quand ils se réveillent le matin, ils pensent faire le bien. Là, j'ai l'expérience, sont en train de m'apprendre à mes dépens, je le crains mes amis, que des enculés. Bah, il y en a partout, chez les fa, chez les antifas, chez les antifa-fa, fa, dièse, bémol, si majeur, tout ce que tu veux, quelle que soit la couleur politique, des enculés, eh bah, il y en a partout. Et l'être humain est en soi capable d'aller très loin dans la fisse de puterie. Pour amener ses vaches dans son champ, Julien Chatelain emprunte tous les jours la route unique de son petit hameau. Sur 800 mètres, il ne peut pas faire autrement. C'est la seule route, il y a le fossé d'un côté, les parcs en barbelés de l'autre. Pour nous, c'est la seule route. Il y a 2 ponts à traverser. On est obligé de passer sur les ponts. Si on pouvait faire autrement, on essayerait. Mais on peut pas. Sauf que cet été, une automobiliste s'est retrouvée à plusieurs reprises coincée de longues minutes derrière le troupeau. Elle a porté plainte pour obstruction de la voie publique. Voilà, quand tu commences à avoir des gens qui sont suffisamment cons pour porter plainte contre ceux qui nous nourrissent et baisser les yeux devant ceux qui nous affament, tu te dis qu'il y a un début de problème. Mais bon, soyons optimistes, hein, ce n'est pas grave. Laissons une chance, nous les trentenaires, et faisons preuve d'humilité. Bah oui, d'humilité, puisque nous, notre révolution, on l'a pas faite, bah on avait qu'à la faire. Mais 68, on n'en a pas eu, bah il fallait le faire. On a beau se foutre de la gueule de nuit debout, bah, ça tient un peu plus la route que tout ce que l'on a essayé de bricoler. Hein. Alors fermons nos gueules et laissons une chance à cette nouvelle génération, une génération jeune, une génération lucide, une génération éclairée, qui s'apprête à foncer dans nos rues telles des chances pour la France 2.0, dans un monde où les femmes ont gagné enfin le droit d'être presque aussi connes que les hommes, et où l'homo modernus se fait autant imposer le respect qu'un abribus. Nous sommes les citoyens mal informés d'un monde désinformé, les enfants déconnectés d'un monde connecté, qui s'apprêtent à se foutre sur la gueule dans la joie et la bonne humeur. Mais attention, rassurez-vous, je ne suis pas un sadique, je vous ai quand même laissé une bonne nouvelle du jour. La 3e guerre mondiale n'aura probablement pas lieu. Emmanuel Macron nous l'a promis, la voix de la France résonnera à l'OTAN. Bon, ce qu'il a oublié de dire, c'est que celle qu'elle allait la porter, c'est Anis Akader. Ouais, elle va représenter la France à l'OTAN. La dame auparavant, c'est pas une blague, elle vient d'être nommée. Donc, c'est quoi le projet? Construire des paravents entre la Corée du Nord et nous? Ils sont capables de nous dire, vous savez quoi, ils ont lancé un missile, on se l'est pas pris sur la gueule grâce aux paravents. Ou alors, c'est parce que Donald Trump est tellement con qu'il se dit, si on envoie une nana ou quelqu'un d'encore plus con que lui, peut-être qu'ils peuvent matcher, communiquer et trouver un truc. C'est-à-dire que là, le gouvernement est tellement désespéré qu'il tente la méthode Pierre Richard. C'est chaud. Enfin bon, on désespère pas. Allez, vive la France!